Bonjour Renaud Dourges, en votre compagnie avec Claudia à la technique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bob Garcia pour un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Rocher, Franquin, les secrets d'une œuvre. Bob Garcia, bonjour. Bonjour Renaud. Alors vous avez été mon invité il y a quelques mois, c'était en septembre dernier si mes souvenirs sont exacts. Oui, exact, oui. Alors ce n'était pas consacré à la bande dessinée ce jour-là. Alors ça devait être peut-être le livre sur les 24 heures du Mans. Tout à fait, c'était les 24 heures du Mans. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de bande dessinée, qui est une de vos spécialités, puisque vous avez consacré plusieurs ouvrages à Hergé et à l'environnement, dirons-nous, de Hergé. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'autre grand, entre guillemets, de la bande dessinée belge, c'est Franquin. Pourquoi avoir choisi de consacrer un ouvrage à Franquin ? Franquin, c'est le deuxième grand, comme vous l'avez dit, l'alter ego d'Hergé, qui a autant d'aura qu'Hergé. Et alors, curieusement, on a une pléthore d'ouvrages qui ont été écrits sur l'œuvre d'Hergé. Il y en a, je crois, 300 d'après les recensements. Tandis que sur l'œuvre de Franquin, il doit y en avoir à peu près une dizaine, à tout casser. Et donc, en lisant un excellent ouvrage de Numa Sadoul qui s'appelle Et Franquin créé à la gaffe, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de questions qui étaient posées dans cet ouvrage, très pertinent et très bien fait, mais les réponses n'étaient pas apportées. Donc, je me suis dit, voilà, il y a peut-être encore un champ d'investigation, des choses à chercher sur cette œuvre-là, des choses à dire, et je me suis attaqué donc comme ça à cet ouvrage sur Franquin, qui correspond bien entendu au centenaire de la naissance de Franquin, puisqu'il est né le 3 janvier 1924. Donc là, on a dépassé un petit peu son anniversaire. C'est quand même le mois de son anniversaire. Oui, voilà, exactement. Donc, vous avez consacré cet ouvrage à son œuvre, mais également à sa personnalité. Et ça, nous allons également parler de cette personnalité qui est complexe. Alors, on va déjà parler de son enfance. Si il avait suivi, dirons-nous, les vœux de son père, il aurait fait une carrière tout à fait différente. Oui, son père le voyait comme architecte, je crois, ou je sais plus trop exactement ce qu'il voulait. Faudrait que je relise mon propre bouquin. Je crois que c'est architecte. Non, pardon. Agronome, autant pour moi. Oui, voilà, agronome. Architecte, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il le voyait comme agronome. Et Franquin, lui, ça l'intéressait absolument pas. Mais quand il était petit, il avait quand même fait un dessin. Il devait avoir à peu près 5 ans. Et son père avait été fasciné par la qualité du dessin de ce gamin, qui représentait un chien en train de renifler, de sentir une fleur. Il avait même fait une photo de ce dessin-là, et donc le dessin nous est parvenu jusqu'à notre époque grâce au père de Franquin. Néanmoins, quand Franquin a voulu se lancer dans la carrière de bande dessinée, il lui a dit de dessinateur, il lui a dit non, c'est pas une carrière sérieuse, et il a fallu que la mère de Franquin et puis l'environnement, les amis, etc., pèsent de tout leur poids pour changer l'opinion du père. Et c'est comme ça que Franquin, finalement, s'est quand même lancé dans la bande dessinée. Et heureusement, on a plus besoin d'un Franquin dessinateur que d'un Franquin agronome. Certainement, oui. Alors, il a consacré de nombreux albums à un personnage qu'il n'a pas créé lui-même, puisque c'est Rob Well qui l'avait créé. Il s'agit de Spirou, mais il a beaucoup apporté à Spirou. Oui, exactement. À la sortie de la guerre, en fait, il est rentré au journal Spirou. En fait, il a fait un premier passage à la compagnie belge d'actualité, la CBA, qui faisait des dessins animés. La CBA a mis la clé sous la porte assez rapidement pour différentes raisons. Voilà. Franquin a retrouvé donc un point de chute au journal Spirou. Et là, dans le journal Spirou, vous aviez JG qui voulait se consacrer à une autre œuvre qui était une œuvre chrétienne sur laquelle il avait envie de travailler. Et les personnages qu'il avait créés dans le journal Spirou, il fallait qu'il les délègue à d'autres dessinateurs. Et c'est comme ça que Eddie Pape a hérité de Jean Valardy, par exemple, et Franquin s'est retrouvé avec Spirou. Donc Franquin, il a pris ce personnage-là, d'ailleurs en plein milieu d'une bande dessinée que j'ai en train de créer, sans plus d'explications sur le scénario ni rien. Il a repris la maison préfabriquée, ça s'appelle, et il a créé donc cette bande dessinée dans l'esprit de JG au début, c'est-à-dire en calquant un petit peu le graphisme des personnages de JG. Puis petit à petit, il s'est affranchi de ce graphisme-là. Il a créé son propre graphisme de personnage, ce Spirou qu'on connaît actuellement, et il a, comme vous le disiez très justement, amélioré ou agrémenté cette série de secondaires qui n'existait pas du tout au début
et qui sont venus effectivement apporter un petit peu d'eau au moulin de cette série. Il fallait bien qu'il se l'approprie d'une certaine manière, puisque c'était pas lui qui l'avait créé au départ. Donc c'est comme ça qu'on a vu apparaître des personnages hauts en couleur, comme le fameux conte, etc. Alors justement, tout à l'heure nous avons parlé brièvement de Hergé, mais le comte de Champignac, on pourrait presque penser au professeur Tournesol, ils sont tous les deux inventeurs. Ah, mais carrément. Et en ce qui concerne Zorglub, on peut penser, en plus comique quand même, à Rastapopoulos. Oui, c'est ça. Il y a un parallèle, d'ailleurs j'établis dans mon ouvrage un parallèle assez fort entre les œuvres d'Hergé et de Franquin, à savoir qu'ils communiquent à distance. Par moments, Franquin, au début du moins, s'inspire énormément de l'œuvre d'Hergé. On peut le dire, il y a carrément des idées des idées graphiques ou des morceaux de scénario, etc. dans les bandes dessinées de Tintin. Et puis plus tard, après la guerre, eh bien c'est Hergé qui va s'inspirer du monde de Franquin. Donc c'est comme si les deux œuvres dialoguaient à distance, et c'est assez intéressant à analyser, à décortiquer. Chacun, peut-être de manière subliminale, sans vraiment s'en rendre compte, de manière un peu instinctive, à reproduire des éléments de l'œuvre de l'autre, comme s'ils avaient besoin de discuter ensemble à distance. Alors, il y a certaines inventions du comte de Champignac qui pourraient peut-être paraître comme venant à exister ensuite. Dirons-nous, c'est presque des prédestinés, non ? Oui, faut savoir que Franquin était abonné à toutes sortes de revues scientifiques. Il était passionné par les inventions, les avancées scientifiques dans tous les domaines. Et donc, il anticipait quelquefois des petites inventions comme ça qui ont vraiment eu lieu, qui se sont vraiment réalisées. Alors, c'est pas dans Spirou, c'est dans une autre série, mais il a inventé la télécommande quand même. Il a décrit vraiment le principe de la télécommande à distance. Donc, vous allumez, vous éteignez un poste de radio ou de télévision à distance. C'est Franquin qui a vraiment anticipé, peut-être juste en lisant effectivement ces revues scientifiques auxquelles il était abonné, en se disant là il y a quelque chose à trouver, à inventer. Il l'a fait, il l'a inventé. Alors on va en parler un peu plus tard bien sûr, mais il aura un autre personnage qui va inventer beaucoup de choses farfelues, c'est Gaston. Mais ça on va y revenir tout à l'heure. Oui. Alors il y a un personnage ensuite qui va prendre son autonomie, c'est le Marsupilami. Comment est-il né ? Alors le Marsupilami, c'est un pari qui était fait dans un des récits de Spirou. Il fallait ramener un Marsupilami vivant de telle contrée, etc. Enfin, de Palombie en l'occurrence. La Palombie, oui. Voilà, de Palombie, ramener un Marsupilami. Donc il a fallu qu'il crée un personnage, un animal fantastique de toutes pièces, et il s'est inspiré de choses qui existaient déjà. Déjà, le nom du Marsupilami, si on le dissèque un petit peu, il y a marsupial dedans, on entend bien ce marsupial, donc on a une allusion un petit peu à quelque chose de bondissant qui fait penser à un kangourou. Il y a Pilou, Marsupilami Pilou. Ça, le Pilou, c'est l'animal de compagnie de Popeye. Alors, il lisait aussi beaucoup les bandes dessinées de Popeye, le fameux Popeye the Sailor Man, là, qui se gavait de... À l'origine, l'auteur était Sicart, si mes souvenirs sont bons. Oui, exactement. Et qui signait avec un cigare, d'ailleurs. Aussi, d'ailleurs, exactement, ouais, cigare. C'était un jeu de mots sur son propre nom. Et puis, la dernière partie du Marsupilami, donc il aurait pu rester Marsupilou, mais ami, il a ajouté le mot ami qui fait penser à quelque chose d'amical, de sympathique, de gentil, de mignon. Et donc, il a créé ce personnage bondissant. Alors, il bondit non pas sur ses pieds, mais sur sa queue, qui lui sert de ressort, en fait, qu'il utilise comme ressort et qui lui permet de bondir. Et voilà comment est né ce fameux Marsupilami, qui n'existait pas. Il devait exister d'ailleurs uniquement sur ce récit-là, sur un récit, et en fait, son entourage lui a dit, mais non, attends, ce personnage, il est génial, enfin, cette bestiole-là, elle est géniale, il faut absolument que tu la remettes en scène sur d'autres récits, et c'est grâce à son entourage qu'effectivement, le Marsupilami a connu le succès que l'on sait. Le succès qu'il a connu par la suite, voilà. Et il y a même les Marsu Productions maintenant, d'ailleurs. Ah oui, Marsu Productions, oui, effectivement, qui a repris, qui a publié un certain nombre de bandes dessinées de Franquin, oui.
comme à cette époque, très peu de personnages féminins. Chez Hergé, c'est la même chose. À part une caricature comme la Castafiore, il y a très très peu de personnages féminins. Et là, celle de Franquin, un nom qui plairait peut-être pas à certaines des dames d'aujourd'hui, c'est Sécotine. Comme quoi, elle est collante. Oui, Sécotine, qui fait allusion bien entendu à la fameuse colle du même nom. Là, c'est la fameuse Sécotine qui collait tout, etc. Bon, voilà, c'était connu dans ces années-là. Sécotine, c'est une féministe avant l'heure. Alors, on a reproché à Franquin d'avoir représenté une femme un peu garçonne, un petit peu délurée, etc. Alors que, et c'est les féministes qui lui ont reproché ça, alors que justement, l'idée de Franquin était de montrer une jeune femme très moderne, bien dans sa peau, bien dans son temps, et qui a un sens de la répartie et de l'humour terrible. Et d'ailleurs, plusieurs fois, elle s'en prend à Fantasio, qui la prend un petit peu de haut, et elle le remet à sa place. Donc, Sécotine est un personnage féministe avant l'heure, et c'est un personnage qui est complètement détonnant dans la bande dessinée de l'époque, puisque, comme vous l'avez dit, il y a hors de question de présenter une femme, une fille dans une bande dessinée pour les enfants. Ça ne se faisait pas. Sauf pour les bandes dessinées destinées aux jeunes filles uniquement. Ah bah non, bien sûr. Mais pour les garçons, non, c'était hors de question. Et alors, imaginez une idylle ou un début d'idylle ou un semblant d'idylle entre un garçon et une fille, c'était hors de question. Donc plus tard, quand il a créé... Mademoiselle Jeanne. Oui, Mademoiselle Jeanne, non, ça c'est beaucoup plus tard. On va en parler plus tard, oui. On va en parler d'ailleurs. Ouais. Alors justement, arrivons au fameux 28 février 1957. C'est là qu'apparaît un personnage qui était sans emploi d'ailleurs. Gaston Lagaffe, voilà. Alors, le personnage sans emploi en plus. Tout à fait. Ce jour-là, ou un petit peu avant, Franquin va voir le rédacteur en chef de Spirou et lui dit, tiens, mais si on animait un petit peu les pages du journal Spirou, ça roupille un peu, c'est toujours un peu la même chose, il faudrait trouver un personnage qui sème un peu le désordre, la discorde là au milieu, et on ne saurait pas trop ce qu'il fait, il n'a pas d'emploi, il divague un peu entre les pages, et son rédacteur en chef lui dit, ben oui, mais c'est une géniale idée, on va créer ce personnage-là, et il s'inspire à ce moment-là du nom d'un de ses amis qui s'appelle Gaston justement, et ce Gaston, il devient gaffeur. Voilà, il a un comportement curieux, un peu erratique, un petit peu perturbateur, mais pas méchant. Je veux dire, il est juste là, il sait pas trop ce qu'il doit faire. Il divague un petit peu. Il sait même pas qui l'a convoqué. D'ailleurs, la première fois, il est là, on l'a convoqué. On sait pas trop pourquoi on vous a convoqué. Bon, voilà. Et donc Yvan Delporte, qui est le rédacteur en chef de l'époque, s'inspire de son ami Gaston Mostrette, qui est donc un des personnages qui préfigure le Gaston de Franquin, qui était justement lui aussi un peu un rêveur, un petit peu un gaffeur, etc. Donc on pourrait dire que ce personnage de Gaston Lagaffe, il est créé par Franquin, mais aussi par Yvan Delporte. C'est une double création, même si après c'est que Franquin qui l'anime et qui s'en occupe. Alors il y a le look du personnage au début, c'est avec un nœud papillon, costume très strict, cheveux très courts. Ah mais ça dure pas longtemps. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais il y a eu une évolution assez rapide justement. Après, ça a été donc le pull de couleur verte. Pourquoi vert? Peut-être. À l'époque, on parlait pas d'écologie, et pourtant on le verra. Il sera très écologiste. Exactement. Et le personnage et Franquin, et des cheveux beaucoup plus longs et surtout ces fameuses espadrilles. Oh là là, les espadrilles, oui. Alors qui ont fait beaucoup d'encre. Il y a même eu un lecteur à un moment donné qui a envoyé à Franquin une paire d'espadrilles neuves en lui disant c'est pas possible, Gaston il a des espadrilles de telle couleur, ça va pas, on va pas lui mettre des espadrilles vertes ou rouges, on va lui mettre des espadrilles bleues. Et du coup Franquin dit oui bon bah d'accord, ok j'adopte ça. Son personnage de Gaston s'est mis à porter les espadrilles qui étaient l'emblème de ce fameux lecteur qui lui avait envoyé ces espadrilles. Donc voilà comment il s'est retrouvé affublé de l'espadrille. Mais il y a un personnage qui est beaucoup plus important dont personne n'a jamais parlé, aucune biographie, et ça c'est étonnant, parce que quand Franquin répond aux questions de Numa Sadoul et Franquin crée la gaffe, il lui dit oui, le personnage de Gaston, il vient d'un personnage de pompier qui avait un gros nez, qui était dans une bande dessinée aux États-Unis, et puis d'un personnage célèbre de bande dessinée que j'ai découvert au Mexique quand je me suis baladé au Mexique. Et puis on en reste là. Il y a eu aussi, je crois, pardonnez-moi, Mimi le garçon de bureau. Oui, mais
je vais terminer juste sur cette petite parenthèse là sur ce personnage-là parce qu'il est important. C'est un personnage qui s'appelle Avelino, qui apparaît dans une bande dessinée mexicaine. Et ce personnage d'Avelino est un paresseux notoire, et à chaque fois qu'il trouve un travail, il sème la discorde dans ce travail, il fait des gaffes énormes, etc. Donc ça, c'est un personnage important. Mimile, je sais plus. Mimile. Mimile, exact, oui. C'est un autre personnage qui était peut-être un an avant la création de Gaston Lagaffe, qui était envisagé par Goscinny et Franquin. C'est-à-dire que Goscinny avait apporté cette idée de personnage peut-être garçon de bureau, mais qui cherche encore un petit peu sa voie, qui cherche son travail, et qui proposait ce personnage à Franquin. Et si ça se trouve, le personnage de Gaston Lagaffe, s'il avait vécu par les traits de Goscinny, il aurait pu être signé Goscinny et Franquin. Mais là, c'était impossible que les deux personnalités se travaillent ensemble. Si vous le permettez, nous allons passer un communiqué et je vous reprends immédiatement après. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, tout à l'heure, vous avez donc évoqué le Mexique et les États-Unis, mais il y a eu un voyage de plusieurs dessinateurs aux États-Unis, dont faisait partie Franquin. Oui, exactement. À un moment donné, au début, quand ils ont commencé à travailler ensemble, J.G. et Franquin et Peyo ont décidé d'aller aux États-Unis, de s'exiler aux États-Unis, parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait un risque de troisième guerre mondiale. Et effectivement, l'Europe était prise en étau entre les États-Unis et l'URSS. Et si ça pétait, comme on dit vulgairement, il y aurait plus d'Europe, plus de liberté, plus rien. Donc ils ont choisi l'exil aux États-Unis. Et là, c'est aux États-Unis qu'ils ont erré un petit peu pendant quelques temps, jusqu'à épuisement de leur visa. Le but de ce petit groupe-là, c'était de se faire embaucher par Disney, parce que leur fascination, c'était pas la bande dessinée au départ, c'était véritablement le dessin animé. Alors, vous avez parlé de Peyo, et c'est à Franquin qu'on doit le nom Schtroumpf. C'était pendant un repas, si mes souvenirs sont exacts. Oui, je suis pas sûr que ce soit Franquin qui ait prononcé ce nom-là, mais un des personnages qui était dans ce repas auquel vous faites allusion n'a pas trouvé le mot pour la salière. Passe-moi la salière. Et comme il n'a pas trouvé le mot pour la salière, il a dit passe-moi le schtroumpf. C'est sorti comme ça. Et le mot de schtroumpf a tellement amusé, les a tellement amusés qu'ils l'ont gardé. Et ces petits personnages bleus qui apparaissent au départ de manière marginale dans une autre œuvre qui est Johan et Pierre-Louis, eh bien ces petits personnages se sont appelés les schtroumpfs. C'est comme ça que c'est né, effectivement. Alors concernant Peyo, très très rapidement, après nous revenons à Franquin, il était à Paris quelques jours ou quelques semaines à peine avant sa mort. C'était pour la sortie du Schtroumpf financier, et ça s'était déroulé dans la Bourse de Paris, à la Bourse de Paris, donc le Palais Brognard, et il y avait des personnes habillées en Schtroumpf à la corbeille. J'étais présent ce jour-là et je peux vous dire que c'était très amusant. Ça, je veux bien vous croire. Oui. Alors revenons maintenant à Gaston. Est-ce qu'il y a, je pense, pas mal de la personnalité de Franquin dans le personnage de Gaston? C'est ce qui se dit, c'est ce que je pense aussi. Lui-même l'a dit. Après coup, il a dit effectivement, avec le recul, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses dans Gaston qui me ressemblent. Et puis il y a beaucoup de choses qui lui ressemblent pas non plus. Il pouvait être un petit peu gaffeur, il pouvait effectivement être assez maladroit. Il raconte plusieurs anecdotes dans d'autres biographies, notamment dans Et Franquin créé à la gaffe, où il fait des gaffes un petit peu qui préfigurent celle de Franquin, celle de Gaston, pardon. Et puis Gaston aussi, c'est un grand enfant. Hein. C'est un petit peu le personnage qui veut pas vraiment grandir, qui reste dans le monde de l'enfance, qui est très attaché au rêve, à l'imagination, à l'imaginaire. Il travaille jamais, Gaston, mais quand il s'agit de faire une invention complètement farfelue, là, il se met, comme par hasard, à travailler comme un fou. Et ça ressemble un petit peu à Franquin, qui lui, on lui disait tu vas être agronome ou tu vas être ceci ou architecte ou je ne sais quoi. Non, ça l'intéressait pas, mais par contre, il pouvait passer des heures et des heures à dessiner. Donc il y a effectivement un petit peu de cette transposition de la personnalité de Franquin dans son personnage de Gaston. C'est ce qui est le cas d'ailleurs à peu près pour tous les créateurs de bande dessinée. Et dans les Gastons qui se passent chez Monsieur Dupuis, à Spirou, on retrouve des personnages existants vraiment. Par exemple... Monsieur de Messmaker, c'est ni plus ni moins que le nom de JDM Messmaker, et c'est son père qui est le fameux industriel colérique.
Oui, exactement. Ça, on s'en est rendu compte après. Il avait un associé, un collaborateur qui travaillait pour lui, qui faisait la couleur, etc. Donc, il s'est aperçu après coup, d'ailleurs, que le collaborateur en question qui faisait la couleur était daltonien. C'est pas terrible pour faire des couleurs. Mais enfin bon, il travaillait avec ce fameux Jean de Messmaker qui, comme faisait Hergé, comme faisaient beaucoup de gens, avait diminué son nom à ses initiales et ça donnait JDM. Le fameux JDM dessinateur, c'est Jean de Messmaker. Et donc, il a pris ce nom de Messmaker qu'il a musé et c'est devenu le fameux de Messmaker qui n'arrive jamais à faire signer ses contrats dans la saga de Gaston Lagaffe. Alors, il nous reste à peine un petit peu moins il nous reste 4 minutes, c'est dommage, il y a tellement de choses à dire, mais il faut lire votre ouvrage, Franquin, les secrets d'une œuvre, aux éditions du Rocher. Alors, je précise, 349 pages, 19,90 €. Je voudrais quand même qu'on parle de Mademoiselle Jeanne, qui était un laidron dans les toutes premières histoires, et qui est devenu tellement sexy qu'il a fait quelques bandes dessinées qui ne sont pas dans le commerce, mais érotiques avec elle. Exactement, des bandes dessinées. Il disait que c'était un petit peu son jardin secret. Il a finalement fait des bandes dessinées. On s'aperçoit que l'union latente. Elle est très concrétisée entre les deux personnages. Oui, voilà. Mais on peut les trouver sur Internet assez facilement, certains de ces dessins. On peut les trouver. On en trouve alors et on voit effectivement certains ébats entre Gaston Lagaffe et puis sa dulcité, la fameuse Mademoiselle Jeanne, qui proviendrait, paraît-il, d'une secrétaire. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans mon bouquin ça. Mais il y a quelques biographes qui disaient que oui, il y avait une secrétaire qui s'appelait Jeanne et qui avait une longue queue de cheval qui était rousse, etc. Je l'ai pas mis. Bon, je trouve que je suis pas très sûr de ça. Alors, malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler d'une autre partie de son œuvre. Ce sont les Idées Noires, qui sont aussi des albums vraiment à découvrir, à lire. Ce qu'il a fait également pour Amnesty International. Il a fait une affiche que je possède chez moi d'ailleurs. Et je voudrais quand même avoir votre sentiment sur la reprise de Gaston Lagaffe par quelqu'un il y a très peu de temps. Ah oui, ça c'est un vaste sujet. Je trouve que d'un point de vue graphique, c'est une performance. Il s'est vraiment glissé dans le graphisme et le mouvement de Franquin. Après, il était coincé de l'AF, c'est-à-dire que il pouvait pas représenter un Gaston Lagaffe à l'époque actuelle parce que c'était vraiment trop décalé, trop différent de ce qu'avait fait Franquin. Mais en le représentant à l'époque où Franquin l'avait dessiné, du coup, on se retrouve dans une espèce de passé un peu. On est coincé dans ce passé-là des années 70 et qui parle plus forcément à l'époque actuelle. Alors, il y a de bons gags, il y a encore de belles choses dans cette bande dessinée, mais je trouve qu'elle est. Ça aurait pu être des choses retrouvées, des bandes dessinées, des gags retrouvés de Franquin qui auraient été rassemblés dans un album spécifique et ça aurait donné cet album-là. Ça apporte pas grand-chose à la saga. Je vous avouerai que je ne l'ai pas lu, que je n'ai pas envie de le lire car je suis fidèle à Franquin. Bien écoutez, Bob Garcia, je vous remercie beaucoup. Alors, on a oublié de préciser qu'il y a des dessins qui ne sont pas de Franquin parce qu'il y a des droits d'auteur, mais vous avez travaillé avec un dessinateur, ça il faut quand même donner son nom. Oui, c'est Sternik, c'est Nicolas Sterrin qui a fait de très très beaux dessins, qui sont vraiment décriés par les ayatollahs. Vous savez, il y a ceux qui sortent. Oui, bon ça, on y est habitué. Ah là là, mais alors c'est une catastrophe. C'est exactement comme pour Tintin. Vous avez le même genre de personnage. Dès que vous parlez de leur idole, alors là, c'est fini. Non, mais moi, j'ai trouvé que ces dessins étaient très fidèles à l'esprit de Franquin. Mais oui, bien sûr, ils sont très drôles en plus, et puis c'est des caricatures. Il faut les prendre comme des caricatures. Il a jamais essayé d'imiter Franquin. Tout à fait. Bien entendu, ça va de soi. Alors, Bob Garcia, je rappelle, Franquin, les secrets d'une œuvre aux éditions du Rocher. Nous allons terminer logiquement en écoutant Jacques Brel nous interpréter Bruxelles. Et je vous remercie encore d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, Renaud. À bientôt.